Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on a un document assez frappant entre les mains. Ça résonne un peu comme une alarme pour la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. C'est un texte qui s'intitule Appel pour un gouvernement de transition ivoirien. Il est daté du 29 août 2025. Il vient d'Accra, au Ghana. Et il y a une mention très claire édition spéciale appel urgent. Appel urgent, ça pose le décor. Voilà, le ton est donné. Et le contexte, on le sait, c'est des tensions politiques assez fortes à l'approche des élections prévues pour 2025. Alors, on va essayer de comprendre qui lance cet appel, pourquoi maintenant, et surtout, qu'est-ce qu'il propose face à ce qui est décrit comme un danger imminent. Allez, on plonge dedans. Oui, et cette urgence, elle saute aux yeux dès le début. L'auteur, donc, c'est Guignamé Modeste Seri. Il est présenté comme le président d'une organisation, Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, la DJCI. D'accord, DJCI, et ce n'est pas juste une déclaration, quoi. Le texte parle d'un appel urgent et solennel. Le but est affiché très clairement, mettre en place très vite un gouvernement de transition, et le point clé, c'est qu'il soit non partisan. Non partisan. C'est une proposition forte en effet. Ça suggère de mettre un peu en pause le jeu politique habituel, c'est ça? Exactement. Confier les commandes du pays à une structure qui serait, en théorie, en dehors des luttes de pouvoir classiques. Un gouvernement de transition non partisan. Bon, c'est une idée qu'on entend parfois dans des situations de crise politique un peu partout. Mais ici, quelle est la justification que donne M. Seri? Pourquoi ce serait la seule solution selon lui? Alors, la justification, elle s'appuie sur une vision assez, disons, pessimiste de la situation. D'après l'appel, le climat politique est tellement polarisé et la méfiance est si profonde que seule une autorité neutre pourrait avoir la légitimité et la capacité aussi de mener une vraie réconciliation nationale. La neutralité comme condition sine qua non. Voilà, c'est cette neutralité supposée qui est vue comme la clé pour rétablir la confiance. Et cette confiance, elle est jugée indispensable si on veut organiser des élections qui soient d'une part pacifiques, et ça c'est déjà un défi, mais aussi crédibles. Crédibles pour tout le monde, hein, pour la population, les partis. D'accord. Donc l'idée sous-jacente, c'est que les acteurs politiques actuels sont vus comme juges et partis en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Incapable de garantir un processus vraiment impartial selon l'auteur de l'appel. Cette neutralité, c'est donc vraiment le cœur de l'argument. Mais bon, c'est un concept qui est souvent difficile à définir et encore plus à mettre en œuvre en politique. Comment l'appel imagine concrétiser ça? Qui ferait partie de ce gouvernement? Oui, c'est la question cruciale. Et l'appel essaye d'y répondre. Il suggère que ce gouvernement soit composé de technocrates, Ah oui, les technocrates. c'est-à-dire voilà, des experts choisis pour leurs compétences techniques, économie, sécurité, administration, etc., plutôt que pour leur étiquette politique. Et aussi des représentants de la société civile. D'accord. Mais il y a une condition en plus, et elle est importante. Ces personnes ne doivent pas avoir été impliquées dans les crises passées. Ah, ça c'est un critère fort. Oui, on cherche donc pas seulement l'expertise et une certaine représentativité hors parti, mais aussi une sorte de comment dire, de virginité politique par rapport au traumatisme récent du pays. Une virginité politique. L'objectif, c'est clairement d'avoir une équipe perçue comme n'ayant pas de compte à régler, pas d'agenda caché lié aux anciens conflits. Des technocrates et des figures de la société civile neuves, si on veut. La barre est haute quand même. Trouver des gens compétents, reconnus, mais sans aucun passif politique lié aux crises, et qui en plus seraient acceptés par tout le monde. Ça me semble déjà un sacré défi. Ah bah oui, absolument, c'est souvent là que ça coince dans ce genre de proposition. Déjà, la définition de non impliqué, ça peut être sujet à interprétation, hein, dans un pays où les réseaux sont denses, anciens. Qui décide? Sur quels critères? Exactement. Et même si on trouve ces perles rares, est-ce qu'elles auront le poids politique, la légitimité pour s'imposer face aux appareils partisans qui sont bien installés? L'appel ne rentre pas dans ces détails pratiques, mais il pose le principe comme une condition essentielle. C'est une vision un peu idéale, c'est vrai, et sa mise en œuvre soulève tout de suite des questions très complexes. Ok. Admettons qu'on arrive à former ce gouvernement neutre. Quelles seraient ses missions prioritaires d'après l'appel? J'imagine que ça doit être très ciblé vu le côté transitoire et urgent. Oui, c'est ça. L'appel définit trois priorités immédiates. Ça dessine une feuille de route assez claire. Premièrement,
le désarmement de toutes les milices. Ah oui, le désarmement. C'est une indication très directe que la présence de groupes armés non étatiques est vue comme une menace majeure pour la stabilité et un obstacle à des élections calmes. Ça rappelle les leçons douloureuses des crises précédentes. Bien sûr. Réformer sans délai les secteurs de la sécurité et de la justice. Sécurité et justice, 2 piliers. Oui, considérés comme ayant besoin d'une refonte urgente pour restaurer la confiance des citoyens et garantir l'impartialité de l'État. Le sans délai souligne bien l'urgence perçue. Désarmer, réformer la sécurité et la justice, c'est déjà un programme herculien, surtout en peu de temps. Et la troisième priorité? La troisième, c'est de garantir des conditions équitables pour tous les acteurs politiques. Ah, là on est directement sur le terrain électoral. Voilà. S'assurer que les règles du jeu, l'accès aux médias, la liberté de se réunir, de circuler, que tout ça soit pareil pour tous les candidats, tous les partis, au pouvoir ou dans l'opposition. L'idée, c'est de niveler le terrain de jeu, qui est perçu comme inégal par l'auteur de l'appel. Donc, si je résume la logique, d'abord, pacifier le terrain avec le désarmement. Ensuite, restaurer la confiance dans les institutions clés, justice, sécurité. Et enfin, assurer que la compétition électorale soit juste. C'est une séquence qui a du sens. Oui. On règle les problèmes de fond avant d'aller voter. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'appel ne demande pas juste des élections pacifiques et crédibles. Il détaille les conditions jugées indispensables pour y arriver. C'est une approche qui dit, en gros, si on organise des élections maintenant, dans les conditions actuelles, Voilà. Ça risquerait d'aggraver les choses, contestation, peut-être même de nouvelles violences. Donc la transition, ce n'est pas juste reporter les élections, c'est une phase active pour nettoyer et préparer le terrain institutionnel sécuritaire. Chaque mesure vise à désamorcer un aspect de la crise potentielle. et le ton utilisé pour dire tout ça, ce n'est pas juste une suggestion polie. Il y a une citation de Niamey Modeste Série dans le texte qui est assez révélatrice de l'état d'esprit. Oui, elle est très forte, cette citation. Il faut l'entendre. La Côte d'Ivoire ne peut plus attendre. Chaque jour de retard nous rapproche du chaos. Seul un leadership neutre et transitoire peut réconcilier le peuple et offrir au pays des élections justes et apaisées. Le chaos. Le mot est lâché. Oui, sans détour. Et l'idée d'une course contre la montre, elle est partout. C'est plus qu'un appel, c'est presque une supplique, avec une menace en filigrane. Si on ne fait rien, le pire est à venir. Ce sentiment d'urgence, il est aussi renforcé par la façon dont l'appel est positionné, non? Il n'est pas juste lancé en l'air. Tout à fait. Le document précise bien que c'est aussi un avertissement. Et les destinataires sont nommés la classe politique ivoirienne, tout entière, sans distinction, et la communauté internationale. C'est significatif, ça? Oui, en visant la classe politique, l'appel semble pointer une responsabilité collective dans la situation, une incapacité à trouver des solutions ensemble. Et en interpellant la communauté internationale, il y a peut-être l'idée qu'elle doit jouer un rôle peut-être différent du passé pour faire pression ou accompagner cette transition. C'est une manière de dire attention, vous aussi vous êtes prévenus, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Un avertissement qui place l'enjeu très haut. Comment le document conclut sur la portée de cette proposition de transition? La conclusion, telle qu'elle est rapportée, elle est assez dramatique. Elle affirme que du point de vue de l'organisation qui lance l'appel et qui se voit comme venant de la société civile, eh bien, la survie de la démocratie ivoirienne dépend désormais de la mise en place de ces transitions. Carrément la survie de la démocratie. Oui, ce n'est plus une option parmi d'autres. C'est présenté comme une question de vie ou de mort pour le système démocratique ivoirien. C'est une affirmation très très grave qui veut souligner le caractère exceptionnel de la situation et l'importance vitale de la solution proposée. Bon, évidemment, c'est le point de vue de l'auteur de l'appel, mais ça montre un niveau d'inquiétude maximal. La survie de la démocratie ivoirienne. Oui, on mesure le poids des mots. Cet appel, qui vient donc d'une organisation de la diaspora, de la jeunesse, met en lumière une frustration, une anxiété profonde face à la direction que prend le pays à l'approche d'une élection majeure. Il pointe les difficultés qui persistent pour la réconciliation, la fragilité du consensus politique après toutes ces années de crise. C'est exactement ça. L'appel exprime une défiance très nette envers les acteurs politiques traditionnels. On les soupçonne de faire passer leurs intérêts partisans avant l'intérêt national, avant la stabilité. Et la proposition d'une autorité neutre, extérieure au jeu de pouvoir immédiat, c'est une tentative de répondre à cette défiance. C'est aussi symptomatique du rôle que des acteurs comme la diaspora, ou certaines parties de la société civile, essayent de plus en plus de jouer. Se poser en force de proposition alternative, voire de médiation, quand les circuits politiques habituels semblent bloqués ou discrédités. Et les 3 priorités qu'ils affichent, désarmement, réforme des institutions, équité électorale, même si on a vu que c'est complexe à mettre en œuvre, ça dessine quand même une vision cohérente.
Ça s'attaque à ce qui est perçu comme les racines du problème, l'insécurité qui traîne, des institutions jugées partielles ou pas assez efficaces, et des règles du jeu politique contestées. La logique « on assainit d'abord, on vote après » est vraiment martelée. Oui, et cette logique, elle repose sur l'idée qu'il faut traiter les causes profondes de l'instabilité avant d'espérer un vote apaisé et accepté par tous. Organiser des élections sans s'attaquer à ces problèmes structurels, c'est selon l'appel prendre le risque de revivre les scénarios de contestation de violence post-électorale. Que cette analyse soit partagée ou pas par tout le monde, c'est le cœur de l'argumentaire de cet appel urgent. Il pose un diagnostic et propose une sorte de thérapie de choc. Alors, bon, si on devait résumer ce qu'on a vu dans ce document, face à une situation politique jugée explosive en Côte d'Ivoire avant les élections de 2025, une organisation de la diaspora et de la jeunesse, la DGCE, tire la sonnette d'alarme depuis Accra. Elle demande de façon urgente et solennelle un gouvernement de transition non partisan. Ce gouvernement serait formé de technocrates compétents et de figures de la société civile sans lien avec les crises passées. C'est ça. Leur mission prioritaire, désarmer les milices, réformer en profondeur la sécurité et la justice et garantir une compétition politique juste. Le but final, c'est clair, créer les conditions pour des élections crédibles et pacifiques. Et c'est présenté comme une question de survie pour la démocratie ivoirienne. Et tout ça est formulé comme un avertissement sérieux, à la fois pour la classe politique ivoirienne et pour la communauté internationale. C'est une excellente synthèse des points clés, oui. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, l'insistance de l'appel sur ces figures non impliquées dans les crises passées, c'est quand même très notable. Au-delà de la difficulté pratique de les trouver et de les faire accepter par tous, comme on l'a dit, Ça soulève une question plus fondamentale sur la politique et la résolution des conflits. Dans un pays qui a vécu des crises si profondes, est-ce que c'est vraiment possible, ou même souhaitable, de mettre complètement de côté ceux qui ont une expérience directe de ces crises, même s'ils ont une part de responsabilité? C'est une vraie question. Ou est-ce que la réconciliation, la construction d'un avenir stable, ça ne demande pas aussi, d'une manière ou d'une autre, d'impliquer ceux qui ont été au cœur des divisions passées? À condition bien sûr qu'ils montrent une vraie volonté de changer. L'appel, lui, choisit clairement la première voie. La rupture, la neutralité incarnée par des nouveaux visages. Mais cette option radicale, même si elle est séduisante sur le papier face à la méfiance générale, est-ce qu'elle ne risque pas de créer une solution un peu déconnectée des réalités, des rapports de force sur le terrain, ce qui rendrait sa mise en œuvre et sa durée dans le temps très incertaines? C'est une interrogation essentielle en effet. Peut-on vraiment bâtir l'avenir en faisant table rase du passé et de ses acteurs, même s'ils sont controversés? Ou faut-il trouver cet équilibre très compliqué entre renouvellement et inclusion? L'appel penche clairement d'un côté et la question de la viabilité de cette approche face aux dynamiques réelles du pouvoir, elle reste entière. Voilà une pensée sur laquelle on peut laisser notre auditeur réfléchir.